le podcast qui invoque votre esprit critique en ligne avec vous par Massif et Chute Magazine. Pour ce deuxième épisode, la journaliste Sylvie Fagnard revient sur la conception des stéréotypes en ligne et sur les actions à mener pour ne pas toujours être exposé à ces contenus qui nous enferment dans une bulle. Bonne écoute. En ce petit matin de février 2023, Portia Woodruff s'apprête à conduire ses 2 petites filles à l'école, quand la police débarque dans leur appartement de Détroit. Les agents menottent la jeune femme de 32 ans, enceinte de 8 mois, direction le centre de détention de la ville. Portia Woodruff va y passer plus de 11 heures, angoissée, le dos douloureux. Des contractions l'étreignent régulièrement. Et puis, le motif de cette arrestation la sidère. La police la soupçonne d'un carjacking récent. Are you kidding? Portia Woodruff ne veut pas croire qu'avec son gros ventre et ses réflexes de femme en fin de grossesse, on puisse la soupçonner d'un tel méfait. Et pour cause. Les policiers de Détroit viennent de commettre une erreur. Une erreur due à leur logiciel de résolution des crimes et délits, un logiciel de reconnaissance faciale développé par la société DataWork Plus. Une vieille photo de Portia, datant d'une époque où elle conduisait sans permis, a matché avec les images de la caméra de surveillance ayant filmé le carjacking. Portia Woodruff est la 6e personne accusée à tort sur la base d'un système de reconnaissance faciale. La première femme. Elle a en revanche un point commun avec ses 5 compagnons d'infortune. Comme eux, elle est noire. L'histoire de Portia Woodruff est l'une des illustrations des dangers bien réels des biais qui plombent les dispositifs d'intelligence artificielle. Pour tenter de démêler quels sont ces biais, et quel danger il représente, il faut déjà comprendre comment fonctionne ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui. Stéphane Clémençon est chercheur en mathématiques appliquées à Télécom Paris. C'est l'un des meilleurs spécialistes du machine learning. Alors justement, qu'est-ce que c'est le machine learning ? C'est une branche de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est le paradigme majeur de l'intelligence artificielle. Donc c'est une discipline qui est à l'interface des mathématiques et de l'informatique et qui vise à développer ces algorithmes qui permettent aux machines d'apprendre et d'apprendre à partir de données. Tous les succès de l'intelligence artificielle, en tout cas ceux qu'on nous montre majoritairement, c'est la vision par ordinateur, l'écoute automatique. Donc évidemment, aujourd'hui, quand vous allez à l'aéroport, il y a un système de reconnaissance faciale et derrière, il y a des réseaux de neurones profonds qui comparent la photo prise à l'aéroport et celle de votre passeport, par exemple. Les portes vont s'ouvrir automatiquement si la similarité calculée par le modèle est suffisante. Évidemment, vous utilisez des chatbots d'IA générative qui ont été entraînés aussi à partir des masses de données du web et qui peuvent vous générer du texte, des réponses à des questions formulées en langage naturel ou même des images et bientôt des vidéos, du son. Dans les applications d'intelligence artificielle que nous connaissons, comme le célèbre ChatGPT d'OpenAI, on est en fait face à des dispositifs de machine learning. ChatGPT nous impressionne en nous délivrant des réponses parfois dignes des meilleurs exposés. Mais on retrouve la même technique, c'est-à-dire l'élaboration d'algorithmes pour entraîner des machines ou des ordinateurs à produire une réponse, des suggestions de recherche dans Google, aux robots d'assistance sur le site de la SNCF. Et qui dit élaboration d'algorithmes pour entraîner des machines, suppose qu'il y a bien derrière des humains pour les imaginer et les écrire. Or, nous sommes toutes et tous, humaines et humains, perclus de stéréotypes, imprégnés des biais de la société, qu'ils soient sexistes ou racistes. Revenons à la reconnaissance faciale. Des études de sociologie ont démontré que nous sommes tous affectés par l'ORB, ou en anglais Own Race Bias, c'est-à-dire que nous éprouvons plus de difficultés à reconnaître le visage d'une personne d'une ethnie différente de la nôtre. Mais la machine ne peut-elle pas, justement, dépasser cette déformation de la réalité dont souffrent les humains ? Eh bien non, parce que la machine n'invente rien.
Pour les logiciels de reconnaissance faciale, les algorithmes les entraînent sur des masses de données, des centaines de milliers de visages recueillis sur le web. Or, ces données comportent elles-mêmes des biais. Aujourd'hui, très souvent, en fait, les données du web sont elles qui vont nourrir les systèmes d'IA, comme les chatbots d'IA génératifs que maintenant chacun utilise presque tous les jours. Et ces données du web, elles ne sont pas contrôlées, c'est-à-dire que chacun contribue sur les forums, sur les portails, etc. Alors qu'auparavant, l'information était largement collectée via des questionnaires, des sondages. Donc on essayait de contrôler tout un tas de sources de variabilité. Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Donc rien ne permet de dire que, par exemple, des données qu'on collecterait via nos téléphones portables, via d'autres sources de capteurs, soient véritablement représentatives. Il y a un biais de représentativité qui peut tout à fait être présent. Et après, par biais aussi, on entend éventuellement l'inéquité, le fait que, je ne sais pas, certains systèmes seraient défavorables à certains segments de population. Donc on en parle beaucoup, par exemple, dans le domaine de la reconnaissance faciale. Et là, en fait, les causes peuvent être très nombreuses. Ce n'est pas le système ou le programme qui va vouloir défavoriser, en fait, certains segments. C'est simplement peut-être que ces segments de population sont moins représentés en phase d'apprentissage, c'est-à-dire quand on entraîne l'intelligence artificielle à produire des réponses. Demandez en anglais, langue neutre, à un générateur d'images de vous présenter a nurse. Vous verrez apparaître sur vos écrans des images de femmes en tenue d'infirmière. La requête a doctor montre de son côté des hommes médecins. Les données informatiques ne sont que le reflet de nos sociétés où la division genrée du travail a toujours cours. Et ces données produisent donc des biais de représentation qui vont alimenter encore les stéréotypes. On pourrait avoir l'impression, selon ces IA génératives, que seuls les hommes peuvent être médecins, quand les infirmières sont toutes des femmes. Reprenons notre exemple de reconnaissance faciale et penchons-nous sur les recherches menées par Joy Buolamwini sur le sujet. Joy Buolamwini est une jeune chercheuse américaine au prestigieux MIT, qui travaille sur l'intelligence artificielle. En 2011, elle n'a que 22 ans et étudie la robotique au Georgia Institute of Technology à Atlanta. Elle doit mettre au point un petit robot qui interagit avec les humains quand il en aperçoit. Mais le petit robot ne détecte pas sa présence. L'outil de reconnaissance faciale qu'elle a utilisé pour sa créature ne parvient pas à considérer son visage comme humain. Joy Buolamwini est afro-descendante et la machine ne parvient pas à analyser son visage. À partir de là, la jeune femme n'aura de cesse de dénoncer les énormes risques qui pèsent sur les personnes non blanches avec l'utilisation des technologies de reconnaissance faciale. Si personne n'est à l'abri des abus algorithmiques, ceux qui sont déjà marginalisés dans la société portent un fardeau encore plus lourd, dit-elle. Différentes études l'ont depuis prouvé. Face à un visage noir, les algorithmes de reconnaissance faciale risquent de se tromper entre 10 et 100 fois plus que face à un visage blanc. Les travaux de Joy Buolamwini et d'autres pointent la partialité des algorithmes, ou plutôt de celles et ceux qui les conçoivent. Ceux surtout. Les métiers de l'informatique restent l'apanage des hommes, dans leur majorité blancs. Quand ils codent ou quand ils supervisent l'entraînement de leurs machines, ils oublient les inégalités raciales qui structurent nos sociétés et les reproduisent. C'est tout l'enjeu de la diversité dans les métiers de la tech. Les chiffres ne bougent qu'à la marge ces dernières années. 7 salariés sur 10 de la Silicon Valley sont des hommes. Et la proportion est la même pour les personnes blanches. Elles représentent les 3/4 de l'effectif. Recruter des profils différents constitue une urgence pour limiter les biais de dispositifs d'intelligence artificielle. L'expérience l'a montré, on ne peut plus se cacher derrière l'idée que l'immensité des données disponibles permettra de résoudre ces problèmes de représentativité, comme l'explique Stéphane Clémençon. On a l'impression, malheureusement, avec l'IA, que la masse des données
va résoudre un peu tous ces problèmes, y compris de représentativité, ce qui n'est pas le cas. Donc ça demande de la méthodologie et ça demande aussi de s'investir et d'analyser les données. Ça peut se faire qu'à travers une supervision. Alors elle peut être peut-être en partie automatisée, mais souvent elle est coûteuse. Donc qui met les labels sur les données, qui donne un feedback au système. La supervision des données, coûteuse, comme le rappelle Stéphane Clémençon, ne semble d'ailleurs pas à l'ordre du jour des géants de l'IA. En témoignent les réponses plus qu'évasives délivrées en mars 2024 par la directrice technique d'OpenAI sur l'origine des données utilisées pour entraîner leur nouveau produit, générateur de vidéos, Sora. Mira Murati est ici interviewée par la journaliste du Wall Street Journal, Joanna Stern. Quelles données ont été utilisées pour entraîner Sora? Nous avons utilisé des données accessibles au public et des données sous licence. Donc des vidéos sur YouTube? En fait, je n'en suis pas sûre. Ok, des vidéos de Facebook, d'Instagram? Vous savez, si elles étaient accessibles au public, disponibles, oui, disponibles à l'utilisation, elles pourraient être des données, mais je n'en suis pas sûre, je ne suis pas sûre de moi. Qu'en est-il de Shutterstock? Je sais que vous avez un accord avec eux. Je ne vais pas entrer dans les détails des données utilisées, mais il s'agissait de données accessibles au public ou sous licence. Que faut-il comprendre des réponses très vagues de Mira Murati? Soit elle ne sait pas quelles sont les données qui nourrissent les algorithmes que son entreprise produit, et c'est inquiétant. Soit elle ne veut pas répondre parce que OpenAI s'abreuve à des sources interdites, et c'est tout aussi inquiétant. Derrière l'opacité entretenue par ce géant de l'IA, pour des raisons concurrentielles, on peut aussi déceler le refus d'investir dans la qualité de données. Les données qui nourrissent beaucoup d'intelligence artificielle sont les données du web, qui ne sont pas du tout contrôlées, et s'assurer de leur qualité, ça demande un investissement qui est considérable. S'assurer aussi effectivement de l'origine. Derrière, il y a aussi des questions de propriété. Donc aujourd'hui, ces questions ne sont pas vraiment traitées. Il faut voir que ça coûte forcément cher. Donc la qualité, ça peut être effectivement, est-ce que ce sont des données authentiques ou est-ce qu'elles n'ont pas été générées finalement par des robots? Il y a beaucoup de données éventuellement malicieuses sur le web. Puis il y a aussi cette question de représentativité, savoir si effectivement ce qu'on arrive à capter via des réseaux sociaux, via des applications, c'est représentatif d'une population qui serait la cible justement de cette intelligence artificielle. La question de la qualité des données est essentielle. Les professionnels de l'informatique la résument en un acronyme, GIGO, pour Garbage In, Garbage Out, qu'on traduit parfois par foutaise en entrée, foutaise en sortie. On nous parle souvent de publicité personnalisée, de recommandations personnalisées. On est souvent un peu déçus parce que on nous recommande le film qu'on a déjà vu ou si on vient d'acheter, une perceuse électrique, on nous en recommande une pendant les 3 prochains jours sur les bannières publicitaires des sites qu'on visite. Donc on voit bien que c'est pas forcément très personnalisé parce que l'information d'entrée, elle est assez fruste en fait. C'est les logs, etc. Donc tout dépend de la qualité encore de l'information qui sera disponible par le système. Le système, c'est un système fréquentiste. Il ne fait que canaliser les régularités statistiques dans les données qui lui sont montrées. Donc, si cette information est pauvre, le résultat le sera aussi. La complexité du calcul n'y fera rien. Ces systèmes n'inventent pas de l'information. Elles peuvent créer de nouvelles données, mais elles n'inventent pas d'informations. Existe-t-il quand même des solutions pour améliorer la qualité des données ? Peut-on nettoyer ces masses de données pour mitiger les biais? Autrement dit, pour les diminuer le plus possible? Pour Stéphane Clémençon, nettoyer les données, c'est possible, mais cela entraîne d'autres problématiques. On peut les nettoyer, mais on peut difficilement nettoyer les données du web. En tout cas, il faut circonscrire le périmètre des données qui vont être utilisées. Aujourd'hui,
Malheureusement, la pratique, c'était plus il y a de données, en fait, mieux c'est. Que l'idée de redresser, en fait, un échantillon statistique, c'est pas nouveau. Donc le machine learning, le terme français, c'est l'apprentissage statistique ou l'apprentissage automatique. Donc ça repose sur l'idée que les données, ce dont on dispose, vont permettre de nous prédire, vont représenter ce qui va se passer dans le futur. Donc il faut que les données d'entraînement ressemblent aux données de la phase prédictive. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas, donc il y a des solutions. Mais pour savoir comment pondérer, comment corriger justement ces biais de représentativité dans les données, il faut avoir une information sur la population cible. Donc ça peut se corriger, mais c'est au prix d'une information auxiliaire dont on doit disposer. Donc encore une fois, il faut payer pour l'information. Après, la nature des données peut changer. Je ne sais pas, vous vous entraînez avec des images en format RGB et pourtant vous voulez... ça va être le cas peut-être aux Jeux Olympiques où la surveillance va demander peut-être de l'infrarouge parce qu'on sera la nuit, etc. Donc comment arriver à transformer quelque chose qui fonctionne avec un format de données en un autre format de données, c'est l'apprentissage par transfert. Il y a aussi des solutions pour le faire, mais il faut quand même un certain nombre de données étiquetées, de labels sur les données. Donc il faut de la supervision. Ce qui fonctionne en machine learning, c'est essentiellement l'apprentissage supervisé, les situations où à la fois on a la question, mais on peut montrer la réponse à la machine. De la supervision, des données secondaires contrôlées. En résumé, sortir nos machines de nos propres biais et stéréotypes demande des moyens humains et financiers. En particulier pour les grandes IA généralistes qui doivent se nourrir d'une masse immense de données. De la traçabilité, de la qualité, c'est ce que nous devons exiger aujourd'hui des géants de l'IA. Et voilà, c'est fini. Vous en voulez encore ? La suite au prochain épisode de Esprit Es-tu là ? Le podcast qui invoque votre esprit critique, par vous, par Massif et Chute Magazine.